Le travail, le travail, le travail. Ici, il y a une très bonne ambiance sur notre plateau, sur le plateau et même derrière. Il y a vraiment de l'ambiance, mais je vous assure que nous sommes au travail, chers téléspectateurs. Le travail, évidemment, dans notre société capitaliste, dans notre société de la consommation, dans notre société où on s'accomplit par l'œuvre de ses mains, eh bien, le travail est valorisé. On vous dira, comme certains le prétendent à tort ou à travers, que, eh bien, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Dans tous les cas, je voulais juste vous faire comprendre que le travail est valorisé. Le travail est au cœur de la première partie de notre émission. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Reflet TV et dans l'émission Sérielle, cet autre numéro. Eh bien, on va s'ouvrir pour la première partie donc en parlant d'un cas d'accidenté du travail. On va y revenir. Vous entendrez donc le fin mot de cette affaire. Et puis, M. Moreau, qui est avec nous, va également nous donner son avis sur la question. Et puis, évidemment, une deuxième partie de l'émission vous attend. Mais nous n'y sommes pas encore. Mon cher Moreau, comment ça va? Bonsoir, M. Yannick. Ça Bienvenue. va bien. Super. D'accord. Nous parlions du travail. Aujourd'hui, ce qui est décrié, évidemment, c'est la paresse, c'est le fait de ne pas être inactif. Le gouvernement lutte contre le taux de chômage. C'est une problématique, on va dire, mondiale, hein, internationale. Et donc, le travail accomplit l'homme. Le travail donne un sens à la vie. Aujourd'hui, de toutes les façons, on ne peut faire face aux exigences de cette vie moderne, comme je le disais tout à l'heure, sans qu'on ait un travail, et un travail décent. Cela s'entend. Nous allons entendre dans quelques instants M. Henri Bolou, qui, évidemment, va être dans la frange des personnes qu'on qualifie, qu'on apprécie et qu'on valorise dans notre société parce qu'il travaille. Monsieur Bolou travaillait jusqu'à une certaine période et puis il va y avoir un accident qui va le rendre quasiment impotent, donc plus dans la mesure d'assumer ses charges précédentes. Et donc, notre société aussi régie par des lois, régie par des règles et des précautions étant prises pour protéger le travailleur de toutes les façons. C'est une lutte ancienne. Hein. Le siècle dernier a été marqué par ça. Les luttes ouvrières, le droit syndical, beaucoup de choses pour protéger le travailleur. Mais qu'en est-il de ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans le cas de M. Bolou? On va l'entendre et on va comprendre dans quelques instants. En tout cas, mon cher Moreau, voilà ce sur quoi nous débattrons dans quelques instants. Okay. Vous arrive-t-il d'entendre ou de constater le non-respect des droits du travailleur quelquefois dans l'exercice de vos fonctions? Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce thème qui, pour moi, est quand même salutaire. Parce que quand on parle de travail, ce n'est même pas l'homme qui l'a institué, c'est divin. Parce que les Écritures saintes nous attestent que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et le travail lutte contre l'oisiveté, le travail permet à l'homme d'être accompli. Et ici, il faut savoir que concernant le cas que vous évoquez, c'est légion. Voilà, plusieurs personnes travaillent et puis on constate des abus, on constate beaucoup de dysfonctionnements. Et là, ces cas-là sont légion. Voilà, donc c'est vraiment, moi je qualifie ça de phénomène, voilà, contre lesquels il faut qu'on lutte véritablement. Parce que celui qui se lève le matin, qui va pour vaquer une occupation, c'est pas donné. Donc il doit être satisfait. C'est-à-dire derrière tout ça, il faut que sa progéniture puisse jouir de ce qu'il a fait comme effort. Mais il y a des personnes qui travaillent, ils se rendent compte qu'au soir de leur vie, ces personnes sont grugées, ces personnes sont licenciées abusivement et elles ne savent pas avec qui se tourner, et leurs droits ne sont pas foués. Et donc il y a ces cas-là qui sont les gens qu'il faut dénoncer. Le fruit de leur travail ne leur est pas rendu. Et ça fait mal. Et tout voilà, ça. D'autres me meurent de chagrin par rapport à ça. Absolument, voilà, absolument. Dans notre société, en Côte d'Ivoire, évidemment, les autorités, depuis longtemps, ont pris des mesures afin que les droits des travailleurs soient respectés. Ouais. Mais force est de constater, M. Moreau, qu'au terme donc, de plusieurs décennies de travail, les droits qui devraient être perçus, par exemple, à la CNPS ne sont pas reversés. Certains employés ne sont pas déclarés. Il y a comme une envie constante de la part des employeurs de gruger ou d'exploiter les employés. Pourquoi un tel état de choses? Bon, dire que les employeurs ont envie de gruger, il ne faut pas lancer... pas généraliser, c'est clair. Pas généraliser, parce que dans la masse, il y a certains employeurs qui sont à féliciter, qui considèrent l'homme à sa juste valeur, voilà, qui savent un peu l'importance des droits de l'homme, qui prennent l'homme tel qu'il se doit, qui le mettent dans des conditions très adéquates pour le travail. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez signifié, il y a vraiment des travailleurs véreux, voilà, qui ont pour objectif de pouvoir exploiter. Moi, je qualifie ça d'exploitation. Voilà, c'est un peu comme si on nous fait revenir encore à l'esclavage. Parce que celui qui travaille et qui ne perçoit pas ce qui lui revient, pour moi, je n'ai pas d'autre terme à employer que l'esclavage, parce que c'est ce que les colons ont fait avec nous. Absolument. Voilà, nos grands-parents étaient en train de faire les rails par-ci, par-là, et puis on sans rémunération. Sans rémunération. Donc, c'est considéré comme une forme d'esclavage pour moi, quoi, et c'est pas bon. Absolument. Donc, ce type d'employeur, quand on constate
c'est aux employés de pouvoir dénoncer. Mais il se trouve que par moment, l'employé, il subit tout ceci, mais il a peur. Parce qu'il s'est dit que si j'ouvre la bouche, que je vais me plaindre, automatiquement, on va me licencier et je ne saurais pas comment m'y prendre pour pouvoir obtenir mes droits. Donc, il y a toute cette formation-là qu'il est question de faire pour que les employés soient véritablement outillés, qu'ils sachent réellement quand l'employeur est en tort, là où je dois aller, ce que je dois faire, ces démarches que je dois mener pour avoir gain de cause. Absolument. Et quand l'employé il est outillé, il est informé, je crois pour ma part qu'il travaille aisément. Parce que quand on lui impose des choses qui n'ont pas, le droit d'être faites, il dit non, carrément. Et puis, c'est conforme aux tests qui sont déjà établis. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut en parler. Le travailleur, comme tout autre être humain, peut être soumis à des désagréments, à des choses qu'on ne prévoit pas et qui arrivent. Au-delà donc des luttes syndicales qui essaient de cloisonner un peu les droits et d'insister pour que les droits des travailleurs soient respectés, il y a ce qu'on appelle donc les tragédies, les accidents, des imprévus qui peuvent quelquefois aller du plus banal au plus grave. Le cas de M. Bolou, qui est de manière virtuelle notre invité de ce soir, est assez parlant. M. Bolou exerçait donc en tant que vigile, je le dirai comme ça, en sous-traitance d'une société de placement de la place, une des plus grandes d'ailleurs. Il a été placé en fonction quelque part et puis il va y arriver cet accident-là qui, pour M. Bolou, constitue un accident de travail. La société en face ne l'entend pas de cette oreille-là. Nous allons, avec les soins de la régie, tenter de joindre M. Bolou au téléphone. Allô, bonsoir. Bon, M. Bolou, bonsoir. Est-ce qu'il nous entend? Nous, on entend les bruits de fond, mais apparemment, M. Bolou... Est-ce qu'il nous entend, M. Bolou? Bon, alors, on va encore tenter de clarifier tout ça techniquement. Vous êtes là, M. Bolou? Est-ce qu'il nous entend? Je pense qu'il a une conversation peut-être en lien avec l'émission, mais il ne nous entend pas vraiment. Bon, alors, essayez de nous remettre tout ça du côté de la régie pour que nous, on puisse continuer. Voilà. Donc, voilà le cas de M. Bolou. En espérant qu'il peut nous rejoindre tout à l'heure pour donner dans les moindres détails ce qui... Déjà, je me dis que même si il a déjà donné le motif, voilà, donc on peut en débattre, puisque tout compte fait, s'il nous appelle, c'est pour relater un tant soit peu ce qu'il a déjà signifié, mais seulement que ça sera chaud, parce qu'on va entendre lui-même sa propre voix. Donc, mais ce que nous pouvons signifier, c'est de voir dans quelle mesure on parle d'accident de travail. Il est bon de préciser que l'accident de travail est différent de la maladie professionnelle. Voilà, parce que l'accident de travail est un événement soudain et incertain qui arrive... Pardon, M. Bolou. Est-ce qu'on entend M. Bolou maintenant? Vous nous entendez, M. Bolou? Est-ce qu'il nous entend? Bon, alors, apportez-nous le téléphone, voir si on parle dans le combiné, peut-être qu'il va nous percevoir, parce que la distance fait certainement qu'il ne nous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, M. Bolou? Bon, c'est encore très compliqué. Allez-y, Mourou. Voilà, donc comme je disais, il faut définir. Voilà. Donc c'est un événement qui est soudain, incertain, qui arrive dans le cadre du travail. Donc il est en train d'exercer une activité sur place qu'on lui a demandé de faire. Il y a un accident qui survient, c'est un accident de travail. Et lorsque peut-être il effectue une mission pour le compte de la structure, ou il a un ordre de mission, tout confirme il part, il se déplace pour le compte de la structure, on parle d'accident de travail. Et ce qu'il est bon de préciser ici aussi, quand il est question d'une personne qui quitte son domicile pour le lieu du travail, sans se détourner, sans faire un détour, c'est-à-dire sans poser sur le chemin du travail, il ne prend pas d'initiative, il ne marque pas de pause et autres, il va directement au travail, et qu'il y a un accident qui survient, c'est un accident de travail. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il quitte le lieu de travail aussi, il rentre chez lui, et il se trouve qu'il y a un accident qui survient sans qu'il ait fait un détour, qu'il ait fait une pause volontairement, on fait un accident de travail. Mais tout ceci doit être qualifié. Vous voyez. Et dans le cas de M. Bolou, c'est quand même une situation un peu complexe dans la mesure où ça a eu lieu, je crois que je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais quand l'accident survient, le plaignant, sinon que la victime, autant pour moi, doit informer sous 24 heures sa société, son entreprise. Et l'entreprise, en retour, à 48 heures, pouvoir réagir, en informant bien évidemment la CNPS, mais avant, il y a les premiers soins qu'elle peut déjà prendre. Voilà, qu'elle peut déjà faire à l'endroit de la victime. Désolé. Comme pour traiter chaque sujet dans Sériel et surtout dans le cadre du retour d'expérience, et bien même du sujet, puisque là nous sommes sur le sujet, nos équipes ont travaillé, baladé leurs caméras et leurs micros dans les rues d'Abidjan. Voilà ce qu'il en revient. Les accidents de travail sont des événements indésirables qui se produisent pendant l'exercice d'une activité professionnelle et qui entraînent des blessures, des maladies ou même la mort des travailleurs. Ils peuvent avoir de graves conséquences sur la santé,
et la sécurité des travailleurs, ainsi que sur la productivité des entreprises. En Côte d'Ivoire, environ 6 000 accidents du travail sont recensés chaque année par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, l'institution chargée de gérer le régime obligatoire de sécurité sociale du secteur privé du pays. Le gouvernement a mis en place des lois et des réglementations visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et c'est l'inspection du travail et de la sécurité sociale qui veille à l'application de ces réglementations. À défaut donc, Monsieur Moreau, Ouais, Moreau ouais. et Moreau, du coup, à défaut donc d'avoir pu avoir notre invité en ligne et d'avoir pu entendre également la partie adverse, donc SMO, on est quand même à mesure de pouvoir parler de droits des travailleurs, responsabilité des employeurs, droits des salariés, et donc responsabilité de leur patron dans le cas d'accidents de travail. Tout ceci est bien évidemment bien cloisonné par les lois ivoiriennes, par la législation, donc par le droit du travail. Il existe un droit du travail. Oui, le droit du travail. Quand on va au niveau de la CNPS, quand les deux parties n'arrivent pas à être conciliées, parce que d'abord, quand il y a un événement qui surgit, quand il y a un litige qui naît entre employé et employeur, inspection du travail, pour tenter de les concilier, tout. Et quand les deux n'arrivent pas à s'entendre, maintenant, on va au niveau du tribunal du travail. Voilà. D'accord. Donc, M. Bolou, à qui nous remonterons donc tout ceci, à ce recours-là. Oui, à ce recours-là, moi je dis quoi? Il va d'abord à la CNPS. Il va poser le problème. Parce que si c'est déjà l'action n'a pas au moins 2 années, je crois que s'il pose le problème, on peut remonter à la structure maintenant pour essayer de le faire entendre raison. Voilà, si tel est qu'il y a un accident de travail, alors tout ce qu'il a eu à faire comme dépense depuis lors sera comptabilisé puis on va le reverser. Avec une bonne prise en charge. Voilà, maintenant, s'il va, qu'il se rend compte que depuis tout ce temps, il est dans la boîte, il n'est pas déclaré à la CNPS, là encore, c'est une autre paire de manches. Voilà, c'est pas normal qu'il ne soit pas déclaré et donc, là encore, il sera encore dédommagé. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, il a intérêt à la CNPS. Absolument. Maintenant, si après cette démarche, il n'est pas satisfait, il a d'autres voies de recours. Voilà. Il parle de l'inspection du travail, il parle du tribunal du travail, mais c'est les voies qui sont quand même, je peux dire... Les voies de recours qui nous sont proposées. Qui nous sont proposées, mais c'est onéreux. C'est onéreux, il faut faire les démarches et c'est aussi long. C'est pourquoi, quand il y a des situations qui arrivent, on a la tendance à préférer la voie amiable. Vous voyez, la voie amiable, parce que là, ça permet aux parties de s'entendre, de convenir de quelque chose qui peut arranger les deux parties et puis conclure le dossier. Voilà. D'accord. D'autant plus que dans le cas de M. Bolou, eh bien, cet accident lui a laissé des séquelles assez impressionnantes. Oui, effectivement. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est des preuves palpables. En fait, c'est pour limiter seulement si il est dans son droit quand il parle de l'accident de travail. Et que son cas peut être considéré comme un... Dès l'instant où son cas est considéré comme un accident de travail, je crois que la suite procédure doit se suivre. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Il ne doit pas baisser les bras. Il faut qu'il ait recours aux institutions mises en place, évidemment, pour gérer ce genre de situation. Et puis notre adresse également, c'est pour... Et vous me permettez de donner un conseil d'usage à tous les employés, de ne pas croire que les employeurs sont des super-hommes. Tous les employeurs qui embauchent des personnes sont régis par des tests. Voilà. Ça, il faut que tous les employés savent cela. Et que quand il y a des situations qui surviennent, de ne pas avoir peur de dénoncer, de faire ce qu'il a lieu de faire pour obtenir gain de cause. Parce qu'on a tendance à voir des personnes qui aiment récriminer, mais qui ne réclament jamais leurs droits. Parce que dans l'entendement de la masse, ça va aller où? C'est ce qu'on attend d'entendre. Il est tellement puissant que si je pose plainte, il suffit simplement qu'il donne tel montant, ok, mon dossier sera folklore. Donc ça ne vaut même pas la peine de bouger le petit doigt, on va me licencier pour rien. Et puis de deux, je ne sais même pas comment je vais faire pour avoir gain de cause. Mais je vais leur dire que la loi reste la loi, qu'ils tentent et ils verront que derrière, ils peuvent avoir satisfaction. Voilà. D'accord. Monsieur Bolou, au téléphone, cette fois-ci, est-ce qu'on l'entend? Vous m'entendez, Monsieur Bolou? Non, je pense qu'on est toujours face au même problème technique. Voilà, on ne va pas insister plus que ça. Pour tous les travailleurs, dans tous les cas, je pense qu'ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas, M. Bolou. Vous m'entendez maintenant, M. Bolou? Oui, D'accord. Comment ça va? Bien. D'accord. On n'a pas beaucoup de temps. Vous allez nous relater rapidement. Et M. Moreau va vous poser quelques questions. Dans quel contexte est-ce que votre accident est arrivé? Je rappelle à nos téléspectateurs que vous nous expliquez que vous êtes vigile. Vous faisiez fonction de vigile. Mon accident s'est déroulé le 3 septembre 2018. Et j'étais au poste. J'étais un chef de poste depuis au nombre de 7 éléments. On donne 7 éléments qui travaillent.
dans la société IDH. La société IDH qui signifie Société Ivoirienne DBA. Voilà, on était là-bas, on était à Grand-Lavou. Et notre responsable, M. Mibel, est venu nous rejoindre à Grand-Lavou. Et c'est comme ça, il a suggéré que, comme il n'y a pas de contrôleur à notre niveau, donc si on veut quelque chose pour demander quelque chose à SMO, une demande dans ce sens, on n'a pas se référer à la société IDH qui sont notre responsable de sécurité interne de IDH. Donc c'est comme ça que en cas d'urgence, on est censé se rapprocher pour qu'ils donnent l'autorisation de sortie. C'est comme ça. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes blessé à quel moment? L'accident arrive comment? Ce jour-là, c'était à la fin du mois et j'avais fait un retrait dans la tête, c'était sur moi. Donc, ma femme, elle devait voyager et c'est comme ça que j'allais voir mon chef supérieur de la sécurité IDH. Voilà. Il s'est fait le voir et j'ai donné la permission à ce que d'aller régler un problème familial. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a accordé. Et le chauffeur, ayant fait le service de nuit avec moi sur ce jour-là, lui, il partait prendre les travailleurs, ceux qui vont travailler le jour. Et c'est comme ça, nous avons séminé ensemble, la route ensemble, et en partant, il voulait vite finir son service. Donc, il voulait à lui, dans l'intention de finir vite son service. Et c'est comme ça que lui et moi, on était à l'intérieur dans le Kia ensemble. Et c'est comme ça qu'il a dévié la voie. Je pense que c'est souvent qu'il a pris. C'est parce qu'il n'y avait rien sur la route. Il n'y avait rien sur la route. Et c'est comme ça qu'on allait cogner un poteau électrique. Et c'est sur mon côté, il a donné, et lui, il s'est protégé. Voilà, donc lui, il avait comme ce actuellement. Donc, c'est sur mon côté qu'il a donné pour pouvoir se protéger. D'accord. C'est quoi? Quelles sont les séquelles que cet accident vous a laissé, M. Bolou? Allô? Quelles séquelles cet accident vous a laissé? Vous êtes blessé où? J'ai sur ma tête. La blessure n'est pas totalement finie en tout moment. Et l'opération, quelques opérations qui sont présentes, les traces sont encore sur la tête actuellement. D'accord. Qu'est-ce que votre société vous a répondu? Votre employeur vous a dit quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a répondu au niveau de SMO? Qu'est-ce qu'on vous a répondu au niveau de l'entreprise? Je demande à ce que SMO arrive à me dédommager parce que c'était un accident de travail. C'était un accident de travail. Tout ce que j'ai demandé, une autorisation. L'autorisation a été accordée. Ça a été accordé. Donc, je demande à ce qu'ils arrivent à me dédommager, y compris quand la CNPS. Je suis allé faire une vérification à la CNPS après mon intervention. La CNPS m'a confirmé qu'il n'a pas eu de versement à la CNPS. Donc vous n'avez pas été déclaré? Ils arrivent à me dédommager totalement. D'accord. Monsieur Moreau, qui est spécialiste de ces questions-là, va vous poser une question et puis on va aller sur l'examen de... Bonsoir, M. Bolou. Oui. Allô, M. Bolou? Oui, alors oui, j'ai eu ce coup, monsieur. Oui, ce que je veux savoir, le jour de l'accident, vous étiez en service, vous étiez à votre poste. Quand vous demandez la permission pour faire cette course-là, est-ce que vous étiez en fonction? Vous êtes parti au travail en bonne et due forme et puis vous avez demandé la permission pour aller faire une course? Ou bien vous ne travaillez pas et vous avez demandé la permission? Je n'ai pas bien saisi, je veux savoir. Ce jour, j'étais de service. Ok. Vous étiez de service et vous avez demandé la permission. Oui, mais la permission. Voilà, vous voyez, le problème, votre cas, il est complexe. Pour être franc avec vous, parce que quand on prend au niveau
de l'accident du travail, il y a le fait que, d'abord, c'est un événement soudain et incertain qui arrive. Et soit, vous êtes en train de travailler à votre service-là, quelque chose vous arrive, un accident vous arrive là en plein service, c'est qualifié. Le deuxième niveau, ce qu'on doit voir, c'est que peut-être vous êtes en mission pour le compte de la structure. Et chemin faisant, un accident survient, on peut qualifier. Le troisième niveau, c'est l'accident de trajet. C'est-à-dire là, vous vous levez peut-être le matin, vous quittez la maison pour le lieu de travail. En partant sur la route, en prenant votre voie habituelle, en ne marquant pas de pause, en ne faisant pas de détour, un accident survient là, on peut le qualifier. Et c'est pareil aussi pour le fait que vous quittez peut-être le lieu de travail pour la maison pour le lieu de travail, sans faire de détour, sans faire de pause, un accident surgit, on peut le qualifier. Mais dans votre cas, vous demandez une permission, vous êtes en plein poste, vous demandez une permission pour aller faire un besoin personnel. Vous partez faire une course, c'est bien entendu pour vous-même. Pour régler un problème familial. Oui, problème familial. Vous voyez que dès l'instant où, c'est ce qui pose. Je ne dis pas que sur le champ là, vous avez tort ou ils ont raison, mais je vais vous recommander à des structures en question. Mais ce que je veux dire étudier du point de vue des éléments constitutifs de l'accident de travail, tels que définis par nos tests et même ce qui est déclaré au niveau de la CNPS, quand on prend votre cas, le fait de demander la permission pour aller faire un besoin familial, c'est comme si vous demandez une permission, vous sortez du cadre, vous voyez un peu. C'est pourquoi souvent quand nous partons pour les services, il est question pour nous de faire, souvent on fait les travaux entre midi et 2. Vous voyez, c'est le temps de pause. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la structure qui te dit, va faire tel travail. C'est on dit, monsieur Bolou, prenez la nourriture pour aller donner aux employés du point A au point B. Vous voyez que là, et l'accident survient, monsieur Bolou, c'est un accident de travail. Parce que c'est la structure qui vous mandate pour. Mais ici, c'est vous qui demandez une permission pour aller faire un besoin personnel. Et si ce jour-là, peut-être l'employeur vous disait non, je ne veux pas que vous partiez, vous serez en colère. Parce que c'est comme si vous avez refusé de satisfaire un besoin familial. Vous voyez, le fait de lui demander l'autorisation, pour ma part, ne garantit pas, ça n'engage pas la structure parce que ce que vous partez faire, ça ne rapporte rien, il n'y a rien à voir avec la structure. Ça, c'est un premier niveau qu'il faut déjà étudier. J'ai bien étudié. Je ne dis pas sur le champ, séance tenante sur ce plateau que vous êtes en tort ou bien que la structure a raison. Non, je vais vous recommander. Donc ça, c'est déjà un premier aspect qu'il faut voir. Et en même temps, ça me permet de donner un conseil à tout un chacun pour dire, quand nous partons pour le service, il est bon de faire l'effort quand nous partons pour d'être dans le cadre du travail. Si nous avons des besoins personnels, nous les faisons après. Mais votre cas, il est un peu complexe. Premier niveau. Le deuxième niveau qu'il est bon d'analyser maintenant, vous êtes allé à la CNPS, vous dites que vous n'avez pas été déclaré, c'est grave. Ça déjà, vous pouvez déjà jouer sur ce volet-là. Vous pouvez déjà jouer sur ce volet-là parce que ce n'est pas normal que vous soyez embauché et que durant tout ce temps-là, vous ne soyez pas déclaré à la CNPS. Vous ne soyez pas déclaré à la CNPS par votre employeur. Ça, c'est pas normal. Oui. Voilà, ça, c'est pas normal. Donc, ce premier volet-là, on le retient. Vous devez être normalement déclaré. Si ce n'a pas été fait, l'entreprise n'a pas joué franc jeu. Voilà. Maintenant, moi, ce que je vais vous demander, pour aller plus vite, pour ne pas trop prendre votre temps, vous allez retourner au niveau de la CNPS pour leur poser à nouveau le problème. Pour qu'ils puissent mieux vous orienter sur votre cas en question. Parce que, voilà, moi, c'est les pistes de solutions que je vous donne comme ça. Je ne suis pas en mesure de vous dire, vous êtes en tort, vous avez raison. Non. Mais vous pouvez voir, il y a des organes bien qui vont analyser le dossier en détail. Donc, vous partez pour deux faits. Vous partez pour le fait que vous dites que ce que vous avez vécu est un accident de travail. Mais moi, déjà, de par votre explication, vous risquez d'être débouté. Mais allez-y quand même, posez le problème. Il peut y avoir des détails qui peuvent être en votre faveur. Et le deuxième élément, c'est de voir au niveau de la CNPS. Voilà. Si vous n'avez pas, normalement, la CNPS doit intervenir. Autrement dit, vous pouvez aller voir l'inspection du travail et même vous pouvez poursuivre le dossier au niveau du tribunal du travail. Parce que ça, ce n'est pas normal que vous ne soyez pas déclaré. Parce que le fait de ne pas être déclaré, même si l'accident était un accident de travail, il aurait eu des difficultés pour que la CNPS vous prenne en charge. Vous voyez que votre structure n'a pas joué franc jeu. Vous comprenez? Oui, je vous écoute. Puisque nous, on n'a pas un supérieur qui nous contrôle à tout moment. Mais c'est pour ça qu'ils ont exigé que la sécurité interne de IDH a contrôlé. C'est eux qui nous contrôlent à tout moment. C'est comme on veut faire quelque chose, on veut faire quelque chose, on veut demander mail à SMO. C'est pas eux, on passe toujours pour pouvoir demander quelque chose à SMO. C'est ça. Oui, non, mais. Monsieur Bolou? Non, le chef de qualité de IDH
exiger à ce que si on veut donner permission à l'argent, qu'on arrive à demander à la société, en fait, le problème, non, le problème n'est pas à ce niveau. Non, monsieur Bolou, le problème n'est pas, le problème. Allô, allô. Allô. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est pas la demande, c'est pas l'accord qui est le problème. C'est pas qui donne l'accord qui est le problème. C'est ce que vous partez faire. C'est-à-dire que l'action qui suit l'accord, qui est pour moi le problème qui joue à avoir des faveurs. Mais dans tous les cas, comme monsieur Moreau vous l'a conseillé, ce que je vous conseille, analysez votre dossier de façon claire et précise par la CNPS, par l'inspection du travail. Puis, et puis maintenant, si vous voulez, vous pouvez voir le tribunal du travail. Voilà. Ou bien vous prenez un avocat, je pense. Vous pouvez prendre aussi un avocat, vous avez le droit de voir un avocat qui va vous expliquer la situation. Ouais. Il peut maintenant prendre les choses en main pour pouvoir suivre le dossier. Mais déjà, retenez que c'est le mobile qui détermine votre crédibilité ou bien votre discrédibilité. C'est-à-dire ici, on se rend compte que vous demandez une permission pour un besoin personnel. C'est-à-dire, en matière de travail, quand on pose une action, ça doit être en faveur du travail pour lequel nous sommes embauchés. Un intervalle. Mais dès l'instant où nous agissons pour nous-mêmes, ça joue un peu contre nous. Vous voyez. Mais n'empêche que votre dossier peut être encore examiné. Voilà, ça peut être examiné. Dans le détail, dans la profondeur. Voilà. Donc vous partez à la CNPS, vous arrivez à poser le problème et surtout même vous mettez l'accent sur le fait que vous n'êtes pas déclaré. Là déjà je vous dis que l'entreprise a mal fait. Il y a une action qui peut être menée en votre faveur. Dans tous les cas, M. Bolou, on va vous transmettre quelques coordonnées par les soins de M. Bolou, pour vous, M. Moreau, pour vous permettre donc de mener votre action. On va vous donner quelques numéros, quelques contacts tout à l'heure. Et puis avec ça, vous allez pouvoir mener votre action, d'accord? Voilà. Donc ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Il y a des choses, déjà le fait que vous n'avez pas déclaré, ça joue en votre faveur. Parce que même si l'accident était un accident de travail, pour vous indemniser du point de vue de la CNP, ça avait posé problème, vous n'avez pas été déclaré. Donc vous pouvez déjà jouer sur ça pour remonter encore, pour pouvoir avoir certaine satisfaction. Donc vous avez la posée CNPS, inspection du travail, le tribunal du travail est là, vous pouvez aussi prendre un avocat qui peut vous accompagner. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bolou. Beaucoup de courage et à très bientôt. On va prendre de vos nouvelles et puis retransmettre tout ça à nos téléspectateurs dans les jours à venir. Ce qu'on va préciser, c'est que nous avons tenté de joindre la société SMO, qui nous ont très professionnellement renvoyé vers leur juriste, qui lui, la maison juridique n'a pas souhaité se prononcer sur ce sujet, ou du moins, ils étaient même en train de nous dire qu'ils ne reconnaissaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, n'avaient pas connaissance d'un dossier de Bolou-Henry, et donc voilà, la situation reste totalement pendante, et l'opportunité est donnée à M. Bolou de poursuivre son action, parce que les lois, les règles ivoiriennes encadrent tout ceci avec l'espoir pour lui, nous en tout cas le souhaite, de pouvoir avoir gain de cause. Monsieur Moreau, notre consultant et référent habituel sur cette émission, merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu. On a pris énormément de temps vu que joindre notre intervenant de ce soir était un peu compliqué. C'est l'heure de la pub et nous profitons, chers téléspectateurs, pour vous dire au revoir et vous donner rendez-vous sur un prochain numéro de Sériel. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Oui, monsieur. En fait, ce que je veux signifier, c'est qu'il faut que tous les téléspectateurs sachent que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire existe pour les accompagner en ce qui concerne toutes sortes de démarches relatives à leur vécu. Voilà, nous sommes ouverts. Nous avons 12 domaines dans lesquels nous intervenons, donc nous touchons un peu de tout. Donc, s'il y a une situation, il peut venir à l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes à Bietri, vers la rue de Majorette, immeuble Benbois, voilà, porte A1, premier étage. Voilà, les contacts le 27, 21, 24, 24, 92. Voilà, ils appellent, ils posent leurs préoccupations. Nous allons les accompagner, comme ce que nous venons faire, M. Bolou. On les oriente, allez voir telle structure, pour telle démarche, on fait tel courrier. Donc, ils sont pas laissés pour compte. Ils ont une structure qui est là pour les accompagner. Et je profite en même temps de saluer notre président national, M. Baptiste Kofi, voilà, qui fait fort pour les consommateurs. Je vous remercie. Nous voilà de retour dans la deuxième partie de notre émission, après qu'on se soit penché sur un retour d'expérience, en espérant que pour cette fois-ci, on aura de bons retours. Je disais donc, dans la deuxième partie, on aime bien nous attarder sur un sujet, pour ne pas dire d'actualité, un sujet de tous les jours, qui, à notre avis, devrait normalement vous intéresser. Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Sériel. Deuxième partie, je disais donc, nous allons parler aujourd'hui de propriété en famille. Et pour en discuter, Madame Conan, Madeleine, mariée donc et mère de famille, on va revenir sur les présentations. Monsieur Kamagaté, c'est ça? Dambélé. Dambélé, pardon. J'ai eu une histoire avec une Kamagaté, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est le nom qui m'est resté. Monsieur Dambélé, merci beaucoup, bienvenue. Pour décortiquer dans le fond, dans la finesse, ce sujet-là, eh bien, Axel a travaillé sur le reportage en question. C'est exact.
On va découvrir les images et puis les avis des Ivoiriens également tout à l'heure. Alors, propriété en famille. À la base, c'est peut-être aussi l'image que toute la famille reflète auprès des invités, auprès des personnes qui les rencontrent. Après ça, eh bien, à qui est-ce que cela incombe particulièrement? Aux dames ou à tout le monde dans la famille? C'est un peu de tout ça qu'on va discuter. L'importance, non seulement sur le plan purement hygiénique, mais aussi sur, comme je le disais, l'apparence. Et puis, bien sûr, le bien-être de ceux qui pourraient nous visiter. Bon, alors, Madame Conan, je m'adressais à vous. Donc, vous êtes mariée, je disais. Oui. Mère de combien d'enfants? J'ai 5 enfants. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariée? 5 ans. 5 ans. D'accord, parfait. Monsieur Dambélé? Oui, monsieur. Alors, vous êtes marié depuis 1 an, on en parlait tout à l'heure. Oui, depuis 1 an. 1 an, donc tout nouveau marié. Déjà des enfants ou pas? Oui, 2 enfants. En 1 an? Non, avant et pendant. D'accord. Très bien. Bon, alors, donnez-moi rapidement vos différentes expériences. Comment ça se passe déjà? Est-ce que c'est important qu'on puisse identifier votre famille comme étant propre, Madame Conan? Oui, c'est très important parce que la propriété, c'est aussi la santé. Donc, sans la propriété, tout le monde peut tomber malade. Donc, il est important que la famille soit propre. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Et vous, M. Dembélé? Oui, c'est tout à fait primordial qu'il y ait la propriété et l'hygiène au rendez-vous. Sinon, à défaut de ça, bon, on se soumet à beaucoup de choses. D'accord. Des risques. Voilà, des risques. Pêle-mêle, les histoires de maladies et entre autres. Je vous regarde tous les deux, vous êtes tous les deux plutôt très bien mis. Ça veut dire que oui, en apparence vous êtes propre. Mais est-ce que au-delà de vous, parce que vous êtes peut-être le père de famille et la mère de famille, est-ce qu'il est important que vos enfants, par exemple, que toute la famille, c'est peut-être, comment dire ça, assez péjoratif, mais c'est déjà arrivé qu'on identifie cette famille comme étant pas propre, pas quand les gens vous visitent, après ils repartent, il y a toujours ce genre de ragot auquel on peut être soumis. Est-ce que, au-delà de votre apparence à vous, c'est important que toute la famille puisse refléter cette qualité? Oui, très important. C'est pour ça que on exige à ce que, chez moi, personnellement, j'exige à ce que les enfants soient lavés à partir de 17h, que tout le monde soit lavé, que les douches soient propres, que tout soit propre, parce que les enfants sont fragiles. Et c'est vrai que, nous sommes adultes, mais les enfants sont encore plus fragiles que nous. Voilà, donc, il faut tenir la maison propre pour plus de santé et plus de bien-être. Voilà. D'accord. Monsieur Dambélé? Oui, non, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne doit même pas faire la propriété pour les autres. Il faudra commencer par soi-même d'abord. Voilà, avant que l'image reflète dehors, il faut que ça commence par soi-même. Donc tout le monde doit s'y mettre. Donc pour le bien-être de la famille et puis pour une image de publicité, je pourrais dire en pêle-mêle. Voilà. Si nous-mêmes nous sommes déjà, il me dit que ça commence par soi-même d'abord, le père de famille ou soit la mère de famille. Suite à ça, les enfants vont sûrement suivre. Puisque les enfants suivent ce que les grandes personnes font. À qui est-ce que cela incombe dans la famille? Quelles sont les responsabilités et peut-être les occupations, on va dire, quotidiennes des uns et des autres? On en parlera dans quelques instants. Axel a tendu son micro à quelques Ivoiriens. Comment, parce que c'est pas je suppose, je vous dis comme ça, tu me diras si c'est juste ou pas, c'est pas le genre de sujet pour lesquels on interviewe d'habitude, on fait un micro-trottoir. Comment est-ce que les gens que vous avez rencontrés ont appréhendé le sujet? Bien, il faut le dire, M. Yannick, la propriété en famille, c'est un thème assez délicat quand même. Et donc, les Ivoiriens ont un peu tiqué, comme on le dit. Pourquoi aujourd'hui on parle de propriété en famille? Donc après, nous sommes dans la rue, on interviewe des personnes dans la rue. Est-ce que c'est véritablement vrai ce qu'ils disent dans la rue? Bon, on ne sait pas, mais après, ils se sont prêtés au jeu, c'est aller vite, oui, je suis propre, oui, c'est important. Et voilà, justement, l'investigation on a dû mener une investigation pour mieux nous rassurer qu'au moins une famille, voilà, dit vrai. Donc, vous verrez tout à l'heure. Ça, c'est le travail d'Axel, ça. Bon, on parle de propriété de famille. Il entre dans le foyer des gens et il va même dans leur chambre pour essayer de vérifier tout ça. On va regarder ce reportage-là grâce aux soins de la régie de notre équipe et puis on sera de retour dans quelques instants. Est-ce que c'est propre? On regarde. La propriété fait partie intégrante de la vie quotidienne et c'est particulièrement important pour toutes les familles. Garder sa maison propre et saine semble souvent un casse-tête et c'est là qu'intervient la contribution de tous les membres de la famille. Un foyer propre réduit les risques de propagation de maladies, favorise le bien-être mental et physique des membres de la famille et crée un cadre propice à l'épanouissement des relations interpersonnelles. Comme dans cette famille, enfants et mères ne cessent de maintenir cette villa propre pour le bonheur de tous. On nettoie tous les 2 jours la maison.
Parce que j'aime la propriété. Quand une maison est propre, c'est bien, c'est agréable à vivre. Pour un résultat efficace, certaines pratiques simples peuvent être adoptées tout en instaurant des routines de nettoyage régulières, impliquant ainsi tous les membres de la famille. La répartition s'est faite par ma petite fille. Si elle trouve que c'est sale, elle nettoie, elle dépoussière. Cela peut inclure le rangement quotidien, le nettoyage des surfaces, la propriété des espaces communs tels que la cuisine, la salle de bain et le salon. Pour certaines familles, avoir une personne pour les aider dans cette tâche est indispensable. Cela peut être particulièrement utile pour les familles occupées avec les horaires chargés, qui peuvent avoir du mal à trouver du temps pour les tâches ménagères. Bon, voilà. Voilà. Alors, un reportage très sympathique donc réalisé par Axel sur la propreté en famille. L'exemple de cette famille est assez parlant quand même. Je pense que c'est peut-être le prototype pour voir, parce que c'est des tâches quand même, quoi qu'on dise, c'est des tâches. C'est pas parce qu'on a envie d'être propre que c'est si facile. Donc la maison est grande. J'imagine avec plusieurs pièces. Mais on a quand même vu des images avec très bon rangement. Des pièces spacieuses mais bien éclairées, bien propres et tout. Est-ce qu'avec cette famille-là, vous avez pu parler un peu de responsabilité des personnes qui s'en occupent? Oh oui, on a parlé avec eux. Elles se sont prononcées, comme vous l'avez vu. Et bon, après, elles nous disent qu'elles le font chaque 2 jours. Parce qu'après, elles reçoivent pas mal d'invités. Donc, il faut tout le temps garder la maison propre pour pouvoir accueillir les différents invités et tout. Donc, voilà. D'accord. Madame Collant, avec ces images-là, on se dit que tout le monde, de toute façon c'est la question qui est posée devant les caméras, donc tout le monde est propre a priori, mais on en parle justement parce qu'il y a des cas où on se retrouve avec des gens pas propres. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des cas où personne n'a envie de faire, on ne sait pas qui doit faire le ménage, chacun se rejette la faute et finalement la maison reste comme ça. Donc pour ne pas que ça reste comme ça, c'est l'organisation. Ceux qui n'arrivent pas à faire ça, c'est parce qu'ils ne sont pas organisés, c'est tout. Ouais. Voilà, oui, c'est ce que je pense. Et aussi l'ignorance. Voilà. Ah bon? Voilà. Comment ça? Quand on ne sait pas le danger qu'on court lorsqu'on ne fait pas le ménage, qu'on ne rend pas la maison propre. C'est ça. Bon, il y a aussi ça. Ouais. Et puis bon, l'ignorance. Oui, je crois aussi, parce qu'au-delà de la saleté bien visible, il y a quand même de petites particules de poussière qui peuvent rendre malades les gens et tout. Oui, Axel, vous voulez dire? Parce que là, elle parle de responsabilité. Donc, comment se fait la répartition des tâches au sein de votre foyer? Bon, chez moi, tout le monde y met la main. Monsieur aussi? Monsieur aussi. C'est quoi? Parce que des fois... Non, ça m'intéresse parce que j'ai eu cette discussion avec ma femme il y a quelques jours. C'est quoi qu'est-ce que monsieur fait simplement et plus facilement? C'est quoi son attribution même dans la maison? Ok. D'abord, quand on veut se marier, si je peux me permettre de commencer par là. C'est un peu loin, mais allons-y. C'est un peu long. C'est un peu long, mais... Non, c'est loin, on est allé loin dans l'histoire, mais bon, c'est pas mal. Voilà, je veux dire que tout est question de base. Voilà. Il y a des hommes qui veulent se marier pour avoir la main d'œuvre chez eux. Une ménagère. Une ménagère. Donc, du coup, quand la femme vient, il ne fait plus rien. Or,
tu as dit à la dame que tu l'aimais, que tu voulais la rendre heureuse. Maintenant, il y a des femmes aussi, pour avoir le foyer, elles vont chez le monsieur qui est encore célibataire, vont se taper tout le boulot. Et puis demain quand on les marie, elles veulent maintenant revendiquer leur droit, dire qu'elles sont émancipées et tout. Donc, je pense que l'homme a sa part dans la propriété de la maison. Parce que des fois, nous, par exemple, nous, ces femmes qui travaillons, quand on va au travail, quand on rentre, nous sommes tous fatigués. Et puis des fois, les enfants sont petits, les enfants qui ne peuvent pas aussi contribuer. Et des fois, même, il peut avoir les servantes, mais les servantes même peuvent te lâcher. Et puis, c'est pas partout aussi que la servante peut partir. Donc là, le monsieur doit y mettre, la main à la pâte. Donc, monsieur peut balayer aussi, il peut essuyer, il peut tout faire. Parce que je pense que quand il était chez monsieur Conan, des fois, il balaye. Non, c'est des fois. Quelquefois, il balaye. Bon, quand il balaye, lorsqu'il n'y a pas la servante, je suis peut-être occupé à la cuisine. Parce que quand on vient du travail où on est tous fatigués, bon, s'il peut passer le balai, il passe le balai. S'il peut essuyer, il peut faire la table, il dresse la table. Voilà, non, mais là, avant donc de continuer, parce que là, dans cette maison, on a bien pu voir un tableau où il y a des noms. Donc, est-ce que chez vous, il y a ce type de tableau où il y a des noms? Non. C'est pas un peu rigide, ça? Voilà. On n'est pas à l'école ou au camp militaire. On se dit qu'on s'aime, donc on cherche tous le bien-être de chacun. Donc, voilà, oui, de toute façon, la propriété dont on parle, c'est pas la chambre de quelqu'un, c'est toute la maison. Monsieur Dambélé, comment ça se passe chez vous? Oui, chez moi, tout le monde s'y met à la tâche parce que, moi, comme elle a dit, si je vais aborder dans le même sens qu'elle un peu, étant célibataire, moi-même, je prends du plaisir à faire ma lessive, moi-même, à lever mes toilettes, tout. Donc, chez moi, il n'y a pas de tâches qui se conscrivent à qui que ce soit. À la femme. Bon, ma dernière fille, elle a 3 mois, le premier, il a 11 ans. Bon, disons, 13 ans. Donc, moi, si madame est occupée en train de faire la cuisine, lui, peut-être, il lave les assiettes. Moi, il rentre dans les toilettes et il lave tranquillement. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Donc, chez moi, il n'y a pas de tâches circonscrites. Si je suis occupé là, l'autre peut faire l'autre. De l'autre côté. Donc, ça ne gêne pas. Il n'y a aucune tâche qui vous gêne, qui vous dérange? Non. Par habitude? Par habitude, parce que vous avez pris l'habitude de le faire bien avant? Oui, voilà, bien avant. Et puis bon, voilà. Parce que moi, je n'aime pas les grains de sable. Quand je marche, je suis du sable. J'ai les grincements les dents, non. D'accord. Qu'est-ce qui vous rebute vraiment dans votre environnement? Qu'est-ce que vous ne supportez pas de laisser sale? Qu'est-ce que vous ne supportez pas de ne pas... Les toilettes et la cuisine. Surtout ça. Les toilettes, parce que c'est là qu'on va chercher la propriété. Et si les toilettes sont sales, je veux dire la douche, voilà, tout ça sont sales. C'est-à-dire que là, on ne va pas se rendre propre, on va se rendre sale, finalement. Et comme le coin est humide, ça fait que les microbes facilement... ça prolifère très rapidement. Voilà. D'accord. Et vous, monsieur Dambélé? Moi, je dirais peut-être, vu que moi, c'est moi qui rentre à la maison, c'est madame, peut-être, disons, est censée être à la maison, mais c'est madame. Si elle est propre en venant à l'accueil, déjà ça te fait... Oui, parce que ça commence là d'abord. Voilà, avant d'entrer dans la maison, soit disant dans les toilettes et ainsi de suite. C'est vrai. Madame d'abord doit être propre d'abord. C'est pas faux, propre sur soi d'abord. Sur soi d'abord, et puis le reste va s'en suivre. Ouais. Parce que si tu veux être propre, comme l'Africain, ça c'est le typique de l'Africain, il est propre dedans, dehors, et puis sale dedans. Donc moi, ça commence d'abord là, au seuil du portail. Tu dois être propre là d'abord, et puis le reste, c'est clair que ça va s'en suivre. Est-ce que c'est systématique ou bien madame dit « Ah tiens, monsieur va rentrer dans 1 heure, donc elle s'apprête, elle se... » Ou bien c'est systématique chez votre femme, tout le temps bien mise, tout le temps propre sur elle Non, tout le monde, c'est tout en nickel clean. Parce que moi, dès qu'il vient, on m'accueille à la porte, on dit « Monsieur, directement, on monte les toilettes. » Ah ouais? Voilà, donc... D'accord. Voilà, ça c'est la première des choses. Bien sûr. Voilà, tu commences là-bas d'abord, on ne sait pas quel genre de bactéries tu as pris dehors, on va te laver avant de venir toucher les enfants et voilà. D'accord. Si on voulait ouvrir, madame, qu'on a une petite lucarne sur la propreté corporelle, parce que en même temps, ce n'est pas tellement ça le sujet, mais comme disait M. Dambélé, ça reflète aussi l'aptitude, plutôt la facilité à rendre propre son environnement. Qu'est-ce que vous en dites, la propreté sur soi-même? Sur soi, c'est important, c'est le miroir, je peux dire c'est le miroir intérieur, parce qu'on ne voit pas l'intérieur de l'être, c'est ce qu'on reflète dehors, qui est notre vrai être. Donc, on dit souvent, vaut mieux faire envie que pitié. Même si on n'a rien, il faut se débrouiller au moins, même si tu n'as que 2 habits, il faut les laver et puis être propre. Et c'est notre premier témoignage premier témoignage pour dire que nous sommes en bonne santé et que nous sommes propres. Voilà. D'accord. Alors, Mme Colin et puis M. Dambélé, dites-moi, est-ce que c'est fonction des moyens qu'on a, premièrement, ou de l'environnement
dans lequel on vit, quand on tient à être propre, ça dépend de... Bon, on a beaucoup d'argent, donc on met beaucoup plus de soin à ça, ou dans notre environnement, les gens font comme ça, nous aussi on fait, ou bien est-ce que c'est pas vraiment lié pour vous? Bon, normalement, à la base, on doit être soi-même propre. Et puis ensuite, quand on a les moyens, on y met plus de moyens. C'est-à-dire que tu peux vouloir blanchir peut-être certains trucs dans la maison et puis tu peux ne pas avoir l'argent pour acheter le javel. Donc, tu seras obligé de te débrouiller avec un kabakourou. Mais le javel est mieux. Donc, quand on a les moyens, on peut plus se rendre encore plus propre que quand on n'a pas assez de moyens. Comment c'est ce que je... Peu importe l'environnement dans lequel on est. Peu importe l'environnement dans lequel on est. Si c'est le sable qui est si vous vivez dans un environnement où il y a le sable, bon, il va falloir balayer, on ne peut pas essuyer, on va devoir balayer. Mais quand on a les moyens, on va mettre les carreaux, on va faire de sorte qu'il n'y ait pas assez de microbes dans notre environnement. Monsieur Dambélé? Non, pour moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de moyens pour ça. Voilà. Lorsqu'on veut quelque chose, on s'y implique à fond. Qu'on est ou pas, ça va avec. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On est donc ce qu'on a, disons. Que ce qu'on a, ouais. Voilà. Donc, que ce soit les moyens ou l'endroit, moi, ça ne cause pas de problème. Pour moi, quand on veut vivre heureux, on peut le faire tranquillement, selon l'endroit où l'on se trouve, avec les moyens qu'on a, avec la propriété qui doit s'en suivre. D'accord, oui, parce que balayer son petit studio déjà... Voilà, c'est pas cher payé. Ouais, c'est pas cher payé avant de dire, bon, j'aspire à une grande maison, de toute façon, ce qui viendra plus tard. Mais si on a pris l'habitude maintenant, ça va venir. Est-ce que votre exigence de propriété va au-delà de votre maison? C'est-à-dire que vous exigez la même chose des voisins? Parce qu'après, on est dans des environnements où on a des parties communes, où la maison peut jouster une autre maison tout de suite. Cette exigence-là dépasse le cadre de votre maison, de votre domicile? Bon, pas vraiment. J'aime pas trop déranger les voisins. Je me dis que le voisin est censé savoir qu'il doit rendre son environnement propre. Parce que aller dire aux voisins, il faut balayer devant chez soi, tu risques de provoquer des palabres avec les voisins. Ils vont penser que c'est parce que tu penses que tu es plus propre que... De quel droit tu peux quitter chez toi et venir leur donner des leçons. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui habite un immeuble. Donc, sur le palier, il y a deux familles, donc il y a deux portes face à face. Et la plainte de la personne à qui je parlais, c'est que le voisin, la servante du voisin a pour habitude de laisser leur poubelle là-bas. Et quelquefois, le temps qu'elle sorte pour prendre la poubelle a tellement... durée dedans, je pense qu'il y a des asticots. Et donc, ces asticots-là sont sur le palier en train de venir vers chez elle. Voilà. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais revenir à vous, Madame Konan. Monsieur Dambélé, est-ce que votre exigence de propriété va toucher le voisin? C'est ça? Bon, pas forcément. Parce que moi, déjà, chez moi, je cherche à vider la poubelle chaque soir. Voilà. Ce qui est normal. Chaque poubelle, on va jeter à la poubelle, moi ou madame ou l'enfant. Donc, du coup, ma poubelle, il ne la met pas dehors, il la met toujours chez moi. Donc, le dehors, ça incombe le devant de chez moi. La suite, bon, je ne vais pas partir m'impliquer dans sa vie. Voilà. Si son intimité dépasse chez soi et puis ça arrive chez moi, là, je pense que la personne aura déposé les bornes. Sûrement, il va toquer à ta porte pour dire, ah bon, s'il vous plaît, dorénavant, essayez de prendre les précautions pour ne pas qu'on en arrive là. Les prises de tête, je ne supporte pas, donc je suis toujours enfermé chez moi. Oui, Madame Konan, vous étiez en train de dire? Bon, moi, là, à ce niveau-là, les asticots quittent là-bas pour rentrer chez moi. Je vais interpeller la voisine ou le voisin. Mais si le voisin ne veut pas, bon, je serais obligé de ramasser ces asticots pour lui ramener. Non, mais pour ne pas en arriver là, nous avons tous un bailleur. Je pense qu'on fait face au les asticots, laisse ta personne venir chez moi. C'est que peut-être que tu aimes bien les asticots, c'est pour ça que tu en produis. Donc, je vais te ramener tes asticots. Et là, bon. Ça va engendrer ce que ça va engendrer à ce niveau-là. Axel, lors de ce reportage, est-ce que vous avez pu constater que des personnes que vous avez rencontrées, peut-être pas dans la rue, mais la famille que vous avez visitée, est-ce que leur cadre de vie, juste hors de la maison, ressemblait également à ce que vous avez vu à l'intérieur? Pas vraiment, parce qu'après, il faut dire que nous sommes dans une saison pluvieuse. D'accord. Donc, il avait pratiquement l'inondation à l'entrée même de la maison. D'accord. Il fallait enlever les chaussures pour pouvoir entrer dans la maison. Donc, voilà. Oui, donc, bien on sûr. n'a pas bien constaté, en fait. Je vois, c'est parfait. Et justement, Madame Konan et puis Monsieur Dambélé, donc il y a des circonstances où on est plus insistant sur la propriété que d'autres fois. Par exemple, en cas de pluie, quand vous revenez de la maison, quand vous revenez du dehors, pardon, avant d'accéder à la maison, le paillasson, ce genre de choses-là. Il y a des périodes donc où on fait plus d'efforts que d'autres fois, Monsieur Dambélé? Oui, vu que ce sont des phénomènes indépendamment de nos volontés. Donc on n'a pas d'autre choix. Il faut redoubler d'efforts 2 fois.
Oui, je ne sais pas si elle bien Si, saisi c'est la ça, question. absolument, Voilà. Donc, ce sont les phénomènes que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Donc, on n'a pas d'autre choix que de faire avec les moyens de bord qu'on a pu pour pallier à ces problèmes, quoi. D'accord. Mme Konan? Oui, c'est pareil. Il y a des périodes où on est obligé de doubler d'efforts parce que la nature nous oblige à doubler d'efforts. Quand il pleut, ça fait la boue. Aujourd'hui, il y a certains endroits où il n'y a pas assez de goudron, de bitume. Donc, ça crée la boue. Et la boue, les enfants, eux, bon, ils s'en foutent. Ils peuvent ramasser la boue, entrer. Donc, tu es obligé de reprendre encore. Tout le temps mettre une serpillière. Voilà, une serpillière. Même des fois, tu peux mettre la serpillière, mais les enfants, ils te sautent ça et puis ils te ramènent ça dans la maison. Donc, tu es obligé de reprendre encore le travail. Bien sûr, bien sûr. Ou dans le cas inverse, en saison sèche aussi, il y a la poussière et la tout. Poussière, donc, voilà. la période peut exiger donc une propriété peut-être plus accrue. Quand on a des invités, par exemple, quand vous faites une fête et tout ça, il y a des moments où peut-être c'est pas votre train-train quotidien qui est mis en branle, mais des exigences beaucoup plus particulières. Je pense qu'on va marquer une petite pause avec nos amis de la régie. C'est l'heure de la pub. À tout de suite. Salut, je suis Wes Lachi. Je vous invite à suivre les matins de Wes du lundi au vendredi, votre émission qui vous distillera de la bonne humeur à travers ses différentes rubriques. Fit santé, musique, météo des prix, défi cuisine, instant boki et feuilleton. Et tout cela sera accompagné par des chroniqueurs pour créer un cocktail d'humour pour vous permettre, vous, téléspectateurs, de vous détendre. Merci de nous suivre sur Reflet TV. Salut à tous, je suis Stéphane Sadou, votre présentateur du jeu Quiz Cash. Retrouvez-moi désormais tous les jours de la semaine à partir de 19h sur votre chaîne Reflet TV. À bientôt! De retour sur Reflet TV, l'émission sérielle, deuxième partie vers la fin de laquelle nous tirons maintenant ce sujet pour lequel nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une demi-heure. Eh bien, c'est la propriété en famille, reportage réalisé par Axel qu'on a pu voir. Nos invités, Madame Konan et puis Monsieur Dambélé. Tout à l'heure, Monsieur Dambélé parlait donc de l'accueil de sa femme, c'est-à-dire que quand il arrive, son souhait, son plus grand bonheur, c'est que Madame lui présente voilà, une image plutôt nickel, propre et tout ça. On va rapidement, c'est peut-être pas le point focal de notre sujet aujourd'hui, mais on va s'appuyer un peu sur l'apparence, la propriété corporelle, puisque vous êtes tous les deux mariés. Donc, dans le couple, est-ce que c'est important, Madame Konan? Oui, c'est très, très important d'accueillir son mari bien mis, voilà. Parce qu'il faut continuer de se dire son mari. Hein. Si ton mari vient et que tu l'accueilles avec une odeur qui le repousse, bon, déjà, c'est pas bon. Voilà. Donc, il est important d'être bien propre pour accueillir son mari. Mais en même temps, il doit être aussi compréhensible s'il vient trouver madame en train de faire le ménage, occupé à plusieurs choses. Parce que des fois, avec les enfants, c'est pas facile. Ouais. Donc, des fois, tu peux venir et puis madame est vraiment occupée et puis elle n'a pas eu le temps de se faire belle. Voilà, de se faire belle pour toi. Donc là, à ce niveau, M. Konan, il comprend. D'accord. Et vous exigez la même propriété de M. Konan Oui, vraiment, c'est important. C'est important que M. Konan soit propre. Parce que tout ce qui est sale, ça repousse. Hein. On dit que les hommes sont un peu plus négligés à ce niveau-là. Oui, en général. En général, parce que bon, des fois, ils s'oublient un peu, ils ont l'impression qu'ils sont chez maman. Donc, ils ont ça veut dire quoi, ça? Qu'on leur dise, va te laver, tes chaussettes, ton habit. Ouais. Bon, donc, les des caleçons. fois, voilà, les caleçons et tout ça. Bon, on essaie de comprendre, on comprend. Est-ce que tout ce qui fait, comment dire ça, l'image très moderne de la propriété, donc épilation, déodorant, parfum, tout ça, ça importe pour vous? Et comment ça se passe chez vous? Bon, à ce niveau-là, ça dépend du goût, voilà. Il y a des gens, il y a des hommes ou bien il y a des femmes qui aiment totalement épiler.
voilà, tout le corps. Mais il y a des hommes aussi, il y a des femmes aussi qui aiment un peu aussi, ou bien des hommes aussi un peu de, quand même, un peu de... Voilà. D'accord, Madame Kona. Monsieur Dambélé, oui, la propriété donc, de notre environnement, de la maison, toujours en famille, mais sur la personne maintenant, donc votre femme, pas que vous exigez, je pense que c'est son habitude, hein, madame. Ouais. Mais est-ce que c'est important que la personne soit propre, tout ce qu'on peut dire, hein, donc les ongles, les dents, tout ce que vous voulez, ça aussi c'est important. Et puis, de quelle manière vous impliquez les enfants dans cette propriété corporelle? Ok, bon, comme je le disais tantôt, les enfants copient ce qu'ils voient. Voilà, si monsieur décide de se coiffer simplement, l'enfant fera pareil. Si tu te concentres sur ton smartphone, l'enfant va faire pareil. Si tu te concentres sur des bouquins, l'enfant va faire pareil. Donc, l'enfant sait quand le papa quitte au travail, il va directement dans les toilettes pour aller se laver. Il va faire autant quand tu vas quitter à l'école. Mais quand tu quittes le jouet, il va faire pareil avant de venir s'asseoir devant l'écran ou bien dans le canapé. Autre chose, oui. Voilà, donc... Et vous-même, vous mettez un point particulier à être propre, madame, à faire attention à soi, par habitude peut-être, mais aussi parce que vous êtes avec quelqu'un? Non, je pense que c'est pas forcément avec madame, mais je me dis, ça doit être avec tout le monde, en fait. Voilà, parce que même si je vais chez toi, pas forcément que, comme elle a dit, elle a pris un exemple, tu peux trouver la personne dans les circonstances. Oui, voilà, de travail. Voilà, tout, mais je me dis que déjà, tout le monde doit censé aspirer à la propriété, au fait. Voilà, c'est vraiment important. D'accord. Pas de primordial. Même hormis le côté apparence, côté santé, bien sûr, ça y va avec. Sûr, oui. Et puis forcément, puisqu'on est en couple, mettre l'autre à l'aise et tout ça, c'est important. Axel, dans votre reportage, est-ce que vous avez pu avoir des enfants dans cette famille que vous avez visitée? Donc les enfants, on en parle parce que les enfants vont à l'école. Il y a donc une préparation au quotidien, tôt le matin, avant que les enfants ne partent. Il y a quand on les laisse sortir jouer dehors, ou même quand il y a des visiteurs, ou quand on va rencontrer les gens ou des cérémonies particulières. Est-ce que vous avez pu apercevoir des enfants? Vous avez vu des enfants dans cette famille? Oui, on a bien pu voir une petite fille qui suit les pas de, comme il a dit, les pas de sa grand-mère. Donc, elle sait que quand elle se réveille le matin, elle doit prendre son bain, elle doit partir à l'école. Quand elle revient, elle sait comment ranger ses chaussures pour ne pas salir la terrasse. Et voilà, en tout cas, il y a toute une question de préparation. D'accord. Donc, elle sait déjà et la grand-mère veille à cela. Vous avez senti que les parents les guidaient déjà vers... Voilà, justement. Donc, il y a une question d'appui, d'éducation autour de la propriété. Donc, elle est déjà inculquée dans... D'accord. De par leur façon de vivre au quotidien, les enfants, donc à l'école, ils aiment s'amuser, tout ça. Donc, souvent, quand ils reviennent, les tenues ne sont pas si nettes que ça, ils gardent un tout petit peu de saleté. Comment est-ce que, Madame Kona, vous gérez ça pour que tous les matins, vous en avez 5, vous avez dit, tous scolarisés? Tous les 5? Oui. D'accord. Bon, alors, donc ça, c'est un gros travail. Comment ça se passe? C'est une petite tente. Bon, quand ils arrivent, chacun sait qu'il doit d'abord entrer dans la maison, se déshabiller, et puis entrer sous la douche, et puis prendre la nourriture, et puis passer à chercher à étudier. Voilà, après se coucher, tout ça. Mais un enfant, il n'est pas mécanique, quoi. C'est ça. Il y a toujours un peu de révolte, il faut toujours insister. Parce que si en tant que parent, tu te dis que tu es fatigué parce que hier tu as dit, aujourd'hui tu ne veux pas dire, il devra le laisser aller. Donc il faut à chaque fois insister, persister, jusqu'à ce qu'un jour l'enfant même prenne conscience de la chose, quoi. Donc on est obligé. J'imagine, vous qui avez 5 enfants, donc il faut les coiffer tous les matins peut-être, ou du moins les peigner, il faut veiller à ce que les tenues soient propres tout le temps, les sacs aussi. C'est un travail pour lequel on n'a pas le droit d'être épuisé, en fait. Oui, on n'a pas le droit d'être épuisé. Tant que les enfants ne sont pas encore autonomes, on n'a pas le droit d'être épuisé. Mais les plus grands, déjà, s'occupent d'eux-mêmes. Voilà. Et puis, bon, on s'occupe des plus petits qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Une question? Oui, moi, ma question sera, est-ce que par moment, on arrive dans un foyer et l'enfant dit, maman n'aime pas ça, hein, ou papa n'aime pas ça, c'est quoi? C'est par la chicotte ou... C'est le fait de voir ses parents dire non à telle chose, ou bien l'enfant a vu qu'il y a une personne peut-être qui a posé un acte où le parent a agi négativement, a dit qu'il a été contre la chose. Voilà. Donc l'enfant sait, parce que les enfants nous observent. Les enfants nous observent. Donc un enfant, c'est un peu comme une femme aussi. C'est comme mon mari aime ça, mon mari n'aime pas ça. Donc, c'est un peu ça. Les enfants nous observent, les enfants savent un peu ce qu'on aime, ce qui peut nous fâcher, ce qui peut nous rendre fiers d'eux, ou en quelque sorte. Voilà. Monsieur Dambélé,
En parlant des enfants, justement, donc, assez voulait savoir, est-ce qu'on inculque ça aux enfants, évidemment, par les habitudes qu'on a au quotidien et qu'ils ont la possibilité d'observer. Mais après, comme disait Mme Conan, bon, ils sont un peu revêches, les enfants, il faut ça aujourd'hui, il faut insister demain. Comment ça se passe chez vous? D'autant plus que vous avez un garçon de 13 ans. Oui. Comment ça se passe? Bon, je ne me lasse pas de parler, hein, parce qu'on dit la répétition est pédagogique. Ouais. Donc, lui peut penser que ça, c'est bon. Puis ce qui n'est pas d'ailleurs bon pour moi. Bon, moi, déjà au réveil, à partir de 5 heures, on a déjà tout sur pied pour la prière. Donc, la priorité déjà commence déjà par l'ablution d'abord. On prend les ablutions, et puis de là, ainsi de suite. Puis je pense que ça devient quelque chose de plus facile pour lui, quoi. Voilà, c'est un enfant. Il n'a pas le même âge que nous. Bon, il y a des trucs qu'on tolère un peu, mais souvent, on essaie de gronder, mais... Et puis... ça va avec, quoi. D'accord. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Avant de vous laisser partir, je vais vous poser une question. On a, pour l'instant, ça reste encore un gros problème de salubrité publique. C'est-à-dire que l'environnement de l'Ivoirien, du moins de l'Abidjanais, n'est pas si propre que ça. Est-ce que vous pensez que la résolution devait commencer dans les familles? Commencer déjà par avoir de bonnes habitudes en famille, savoir gérer une poubelle et des choses comme ça avant de sortir. Est-ce que ça pourrait nous aider? Oui, ça pourra nous aider. Mais aussi, il faut, je ne sais pas si c'est les autorités, mais déjà s'organiser même déjà dans les quartiers. Si on arrive à s'organiser dans les quartiers, essayer de voir comment on peut rendre notre environnement propre, rendre le quartier propre, je pense que ça sera l'idéal. Être solidaire, voilà, dans les quartiers surtout. D'accord. Donc, mais sinon, ça commence d'abord à la maison et après... Qu'est-ce qui va réjaillir dehors? Monsieur Dambélé? Oui, en tout cas, comme elle a dit, j'abonde un peu dans le même sens qu'elle, mais je me dis que ça commence d'abord à la maison. Si déjà nous prenons la peine de sortir les poubelles nous-mêmes, sans attendre que les sociétés de ramassage passent obligatoirement, déjà ça nous soulage. Parce que ce qui crée ce bazar, on attend que les camions de ramassage passent obligatoirement, donc on commence à entasser un peu. Tout le monde va suivre le même train et puis ça devient autre chose. Voilà, je pense que chacun doit y mettre de son sien. Suite à ça, et puis bon, je ne vais pas dire bon. Nous sommes en Afrique, on aime un peu la manière un peu forte. C'est ça. Voilà, on peut mettre la police verte à nous tous et puis avec beaucoup d'amende. Mais si on ne fera pas les pays. Ok, donc si vous voyez la photo de M. Dambélé comme maire, si vous le votez, vous savez à quoi vous attendre parce qu'il va taper fort. Axel, merci beaucoup. Je vous en prie. Très beau reportage. Et puis l'incursion dans cette famille est assez démonstrative de ce qu'on voulait faire ressortir auprès de nos téléspectateurs aujourd'hui. Mais évitez de vous arrêter pour manger des choses comme ça dans les reportages. Et puis, on n'est pas obligé de vous voir en train de manger quand même. C'est pas possible. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver très très vite sur les antennes de Reflet TV. Reflet TV, vous le savez, c'est notre télé. Un autre retour d'expérience et puis un autre sujet dans un prochain rendez-vous de Sériel. Ça a été un plaisir pour moi d'être à votre compagnie. À très bientôt.